La Covid-19, une deuxième vague très meurtrière et toujours un vaccin qui se fait attendre. L'Assemblée nationale du Sénégal qui se dépouille encore de ses pouvoirs au profit du président de la République. Que comprendre de la loi sur l'état d'urgence, l'état de siège et la gestion des catastrophes naturelles et sanitaires? Le financement des partis politiques en question, quelle législation pour un meilleur contrôle? Le troisième mandat au Sénégal, Macky, toujours dans le clair-obscur. Pour répondre à toutes ces questions, Binta Diallo reçoit ce dimanche deux journalistes, Ibrahima Bakhoum et Pathé Mbodj. Remue Ménage, c'est tous les dimanches, 10h10, 11h, sur la radio de toute l'actualité, la RFM. Mesdames, Messieurs, bonjour. Remue Ménage qui reçoit aujourd'hui Pathé Mbodj, sociologue, et Ibrahima Bakhoum, journaliste et consultant. Merci à nos deux confrères, Pathé et Ibrahima. Bonjour Binta. Alors l'actualité, bien entendu, est marquée par la progression de la Covid-19 due en partie, Ibrahima Bakhoum, selon certains, par le relâchement. Êtes-vous d'accord? Le relâchement des populations. Tout le monde a constaté qu'il y avait relâchement, simplement parce qu'à un moment donné, avec ce que j'appelle l'information qui était faite, ce n'était pas de la communication qu'il faisait, parce que la communication eût supposé qu'on y met l'accent sur beaucoup de choses. Ce n'était pas le cas, on nous donnait des chiffres. Et quand les chiffres commencent à baisser dans ce qu'on a entendu, évidemment les gens se disent très bien, la maladie s'est terminée, d'autant plus qu'à un moment donné d'ailleurs, le gouvernement a communiqué sur ce qu'on aurait appelé sa victoire, sa stratégie qui aurait marché et tout cela. Donc finalement tout le monde s'est mis à baisser les bras, et ensuite le président évidemment nous avait invités également à vivre avec. Donc il y a ça, vivons avec. Premièrement. Deuxièmement, les cas baissent, en tout cas d'après ce que nous entendions. Et puisqu'il n'y avait pas de communication qui disait voici ce qui est possible, etc. On donnait juste des chiffres. Vous savez, les statistiques, ça ne se vend pas bien. Finalement, les gens se sont dit, très bien, la maladie n'est plus là, et puis il y a un relâchement. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé par la suite, ce qu'on appelle la deuxième vague? Est-ce que c'est une deuxième vague? Il y a quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de première ou de deuxième vague. Et j'ai même entendu tout à l'heure, en venant, le docteur du SAMU national dire qu'on ne peut pas parler de deuxième vague parce que la première vague, on n'en était pas à un cas zéro. Donc c'est la continuité de la première vague. Je crois que de ce point de vue, effectivement, il y a eu ce relâchement. L'explication, ça peut être ça. À un moment, parce que vous savez, quand vous entendez toujours le même discours, la même tonalité, avec les mêmes personnes, forcément ça entraîne une sorte de banalisation de la chose, et quand elle est banalisée, on ne voit plus la maladie, on continue. C'est les autorités qui continuent à dire que c'est dû en partie par le relâchement, mais il y a d'autres qui disent que ce sont les autorités qui ont bien entendu raté le coach. Non, il y a deux choses, mais la plus fondamentale, c'est là où vous avez terminé, ce sont les autorités qui ont raté le coach. Parce que au Sénégal, quand il y a eu, avec le temps, parce que le temps aussi joue sur la maladie, le soleil, vous avez vu que la deuxième vague est venue au moment du froid, aussi bien en Europe qu'ici, d'une part. D'autre part, comme on a dit, quand il y a eu une certaine monotonie et que les gens commençaient à se fâcher, parce qu'ils se sont fâchés au mois de juin, contre les autorités, après les tentatives de sortie pendant le ramadan, quand les gens se sont fâchés, les autorités elles-mêmes, en fait, il y a eu relâchement au niveau des autorités, parce que les centres de traitement ont été fermés, et c'est seulement à partir du 17 décembre que le président a demandé la réouverture de ces centres de traitement, dont le Boufflers en particulier. L'autorité elle-même a plié devant la révolte des populations, et comme une sorte de rétorsion, elle a fermé les centres de tests. On faisait 10 ou 15 tests pour avoir 2%. Quand on arrive à 3000 tests, il ne faut pas vous étonner d'avoir 300 malades. C'est à peu près ça. La responsabilité première est celle de l'État. L'État a plié sous la menace des populations. Il n'y a pas eu de relâchement des populations. Il y a eu une lassitude
des populations d'entendre cette monotonie morbide tous les jours à 10 heures, 2 quarts, 3 quarts, 5 quarts. Ce n'est pas de la communication. Oui. C'est une litanie qui a fini par lasser tout le monde. Et puis des gens qui voulaient aussi avoir des relations sociales qu'ils n'avaient plus à cause des restrictions. Et l'État a baissé les bras, a retiré ses billes et s'est tenu à carreau. Et c'est seulement maintenant en décembre, avec le froid, parce que la température joue. Il est prouvé aujourd'hui que le virus aime le froid. Que le virus aime le froid. Donc à partir du 3 décembre, avec le froid, et la deuxième vague jusqu'au mois de en juin. Europe, comme on dit, il n'y a jamais eu de deuxième vague parce qu'il n'y a jamais eu de cas zéro. S'il n'y a pas eu de cas zéro, donc il n'y a pas eu de fin. Alors, on va très vite évacuer cette affaire de coronavirus, mais il y a des gens quand même, Ibrahima Bakhoum, qui disent que la seule voie du salut, c'est le vaccin. La seule voie, je ne sais pas, évidemment, ça c'est les spécialistes qui le disent. Bon, il va falloir que nous soyons plus modestes pour ne pas trop nous engager dans cela. Moi, personnellement, je dis la vaccination, il faut bien être extrêmement prudent aussi parce que les spécialistes disent que le temps qu'il faut pour pour avoir un vaccin crédible, etc., a été raccourci énormément, peut-être parce que les gens étaient pressés, peut-être également parce que la science a tellement évolué que bon, là où on mettait 4, 5, 10 ans pour faire une chose, on peut régler ça en quelques mois. Ça, je ne sais pas, c'est les spécialistes qui disent. Maintenant, est-ce que c'est le vaccin qui est la seule chose? Évidemment, on est en train de tout faire pour nous vendre ça. D'ailleurs, j'entends effectivement certains disent que les chiffres, on les gonfle simplement pour nous faire peur encore, pour nous faire accepter le vaccin parce qu'il y a un doute sur le vaccin. Ceux qui doutent, ils doutent pourquoi? Parce que c'est la communication mondiale également qui en est là. Ça va dans tous les sens. Certains disent qu'il n'y a aucun problème. D'autres vous feront ces vidéos dans lesquelles on vous montre exactement comment on chercherait à nous embrigader dans une affaire qui ne serait pas seulement pour notre santé, mais également qui nous mettrait dans autre chose. En fait, quand il y a énormément de discussions comme ça, de trucs, et certains vous disent, bon, le vaccin, c'est la seule chose, je préfère dire, c'est peut-être une des solutions, mais pas la seule solution. D'autant plus que le vaccin, c'est pour la prévention. Est-ce que vous pensez que le vaccin peut nous sauver de ce virus? Non, le vaccin seul, non. Parce qu'il y a 3 ans que certains chercheurs, qui sont des scientifiques mais qui ne sont pas des médecins, qui parlent de saisonnalité, de changement climatique, et seulement le vaccin en 3e lieu. Et encore, quel vaccin? Hier, on a vu en Guinée Sputnik. Nous, on est chez les Chinois, comme toujours. Les autres sont Pfizer. Et le 3e est BioNTech. Oui. Donc, il y a une série de vaccins proposés qui n'ont pas tous le même effet, qui demandent peut-être après une 2e dose pour être efficace. Mais en tout cas, il ne faut pas se focaliser sur le vaccin. Il faut voir pourquoi, depuis 20 ans, de la Chine, Guangzhou ou Wuhan, nous viennent des maladies respiratoires qui posent problème à l'humanité. Je pense que c'est beaucoup plus important. Parce que si on parvient à vaincre aujourd'hui le coronavirus, comme on a vécu le SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère de 2002, ben dans 10 ans encore, le temps s'étant raccourci, on aura une autre maladie respiratoire. Je pense que le problème est plus de voir comment éviter le SRAS, le problème est plus de voir comment éviter la Covid-19 que de dire on va prendre le vaccin Sputnik des Russes, on va prendre le Sinopharma des Chinois et ça va poser un problème au Sénégal parce qu'on va voir comment on les a acquis. Abdoulaye Diouf Sarr dira c'est grâce au leadership du président qui a varié ses sources. Les gens diront on nous a donné 200 000 vaccins que le Sénégal prétend avoir achetés. Bon, mais l'un dans l'autre, finalement, plus maintenant le débat qu'il y a à l'extérieur sur l'efficacité du vaccin. En Israël, on se pose le vaccin. En Norvège, on se pose des questions sur l'efficacité du vaccin. Et dans un 3e, en Belgique, on se pose aussi des questions sur l'efficacité du vaccin. Donc, au fond, ce qu'on vérifie dans ça, sur le plan scientifique, c'est que garab mun na jig Ibrahima Bakhoum, mais du jig Pathé Mbodj.
Et là, ça va poser un problème de débat. En Norvège, effectivement, la toute dernière information hier soir, c'était qu'ils ont quelques cas secondaires à ces trucs. Je crois que ça a entraîné des morts d'hommes, pas morts de personnes. Évidemment, ils sont allés dire rapidement que c'est parce que c'est des personnes âgées qui avaient 80 ans, etc. Donc, est-ce que c'est le vaccin qui a mal réagi? Enfin, est-ce que c'est le corps qui n'a pas accepté le vaccin? Je ne sais pas trop, mais en tout cas, il est dit que les enjeux sont plus géopolitiques et financiers que de sauver. Vous savez, il y a tout que de nous sauver. C'est-à-dire que dans ce monde-là, aujourd'hui, la compétition est telle que on ne peut pas considérer que les gens font de la philanthropie. Il n'y en a pas du tout. Ce qu'ils font, il y a toujours un calcul derrière. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Les pros et les anti, chacun y va avec son centre d'intérêt. Maintenant, il y a peut-être quelques-uns encore qui préfèrent dire que non, nous faisons pour l'humanité, etc. Peu importe. Donc, voyez-vous, moi, par exemple, quand j'ai entendu dire que il y avait besoin de moins 70 degrés pour, je crois que c'était pour BioNTech, hein, c'était ça, moins 70 degrés. J'ai dit, où est-ce que nous, au Sénégal, nous pouvons avoir un vaccin que nous allons conserver à moins 70 degrés? Oui, la conservation. Oui. Bon, où est le matériel? Où sont les infrastructures pour cela? Absolument. Moins 70. Bon, supposons que moins 70, c'était l'extrême. Parlons de seulement moins 40. Mais même à moins 40, quelle chaîne pouvons-nous avoir de conservation de ce produit jusque partout au Sénégal quand on va arriver à des températures de 36, 40 degrés, etc. Ça, c'est donc l'autre problème. Ça, c'est un. Deuxièmement, il ne faudrait pas que non plus qu'on se retrouve à dire, parce que j'entends beaucoup de gens dire, pourvu que Binta Diallo fasse partie des premiers à se faire vacciner, que Pathé Mbodj se fasse vacciner, après ça nous donnera la confiance. Mais écoute, moi, une seringue, toutes les seringues se ressemblent. Je mets sur Binta Diallo, et c'est pas évident que c'est déjà un vaccin qui est là, mais c'est simplement pour attirer l'attention, pour dire que voilà, même Binta s'est vacciné, alors qu'en fait, ce qu'on a mis sur Binta, ce n'est pas ça. Oui. Et après, bon, le reste va arriver. En fait, pourquoi on en est arrivé là? C'est quoi cette bataille autour des vaccins? Tous les laboratoires s'y mettent, la compétition est là. Moi, je voulais savoir. Les autorités décideront pour nous, parce que c'est également comme cela. Oui. Mais chacun a le droit d'avoir sa position sur la question. Oui. Est-ce que le vaccin est la seule solution? Je dis non, j'y crois pas. Oui. Alors, en tout cas, à cause de cette pandémie, de ce virus qui ne veut pas partir, on a fait voter une loi à l'Assemblée nationale modifiant la loi 69 et qui donne maintenant tous les pouvoirs au président de pouvoir quand même décréter l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu d'1 mois renouvelable. Alors, c'est passé à l'Assemblée nationale. On ne sait pas encore si le projet est promulgué par le chef de l'État, mais ça va se faire. On dit que le président se dote encore de tous les pouvoirs. Mais il n'avait pas besoin de tout ça. Il a déjà tous les pouvoirs. Pour dépouiller l'Assemblée nationale. Vous savez, un président de la République, il est à la croisée de tous les excès et de tous les pouvoirs. Et quand on a un président comme Macky Sall, on a un potentat. Il n'avait pas besoin. Je pense que c'est pour la forme qu'on va à l'Assemblée, où il n'y a aucun danger à faire voter une loi pour le président. Le président a tous les pouvoirs. Qu'il aille à l'Assemblée ou qu'il aille au Sénat, ou qu'il aille à la tribune des Nations Unies, ou à Genève, il a tous les pouvoirs. Il estime que pour la santé des populations, il y a des actes à poser. Ces actes, on les pose depuis 1 an, depuis le mois de mars. Sans gros succès. Ce qu'il reste à faire, il ne le fera pas, c'est de confiner. Par exemple, quand on décrète le couvre-feu à Dakar et à Thiès, on se rend compte que Kaolack et Touba sont beaucoup plus menaçants. Oui. Et il ne prendra jamais la décision de confiner Touba. Il ne prendra jamais la décision de confiner Kaolack. Donc, véritablement, il a tous les pouvoirs pour prendre des demi-mesures. Ce n'est pas nécessaire d'aller à l'Assemblée où il a une majorité mécanique qui lui permet, comme dans toutes les bonnes démocraties bananières,
de faire passer les lois qu'il veut. C'est parce que nous sommes dans une démocratie banale. Bon, d'accord. Disons que bon, moi je dis, c'est vrai, il avait déjà tous les pouvoirs. Je ne suis pas certain qu'il ait eu besoin de retourner à l'Assemblée pour cela. Oui. Mais comme on dit, parfois il faut mettre les formes. Tout le monde sait qu'effectivement, assis autour du bol ou à table, etc., c'est fini, le repas n'est toujours pas sauvé, on le mangera. Je pense que dans le cas d'espèces, il y a peut-être quelque chose derrière, on ne sait jamais. Il y a toujours des calculs que vous ne pouvez pas imaginer, parce que quand on vous dira que désormais, il est loisible au président, enfin disons quoi, à l'État, mais toujours par le président, de décider que bon, plus personne ne se rassemblera au nom du rejet de ces foules, etc. Le président donc est en train de se donner les moyens légaux de dire aux gens, vous ne pouvez pas faire cette manifestation parce qu'il y a le Covid est là, question de sécurité, etc. Ça, c'est la première chose. Donc, si les gens avaient des projets dans ce sens, faire des meetings par-ci, faire du Wundelou par là-bas, accueillir un ancien exilé de l'autre côté, etc., ou je sais pas moi, tout cela, en fait, maintenant, ça devient très, très difficile, et légalement. Ensuite, il y a que, on dit... Vous savez, le président, effectivement, est mieux informé que tout le monde. Peut-être qu'il sait des choses, parce que c'est ce qu'on nous dit, que peut-être que l'État sait des choses que nous ne savons pas, et que donc, pour prévenir tout cela, le président se met entre... Comme on dit, gouverner, c'est prévoir. On veut bien. On a entendu, je ne sais pas si de ce point de vue, je vais l'appeler lanceur d'alerte, etc., notre confrère Cheikh Yérim Seck, je crois qu'il disait qu'il y avait des projets d'attentats. Je crois que j'ai lu ça, c'est bien ça, qu'il y avait des projets d'attentats au Sénégal. Bon, qu'est-ce qui s'en est suivi? Est-ce que ça a été déjoué, etc. Peu importe. Qui savait ça? Est-ce que c'était vraiment... bon, lui, il est quand même bien informé, je suppose. Donc, ce qu'il dit, il sait pourquoi il le dit. Je dis pourquoi il le dit. J'ai manché à cela. Et alors, si effectivement, demain, il se trouvait que, bon, les gens... On se réveille un matin, on nous dit, il va se passer ceci. C'est pourquoi le président a fait cela. Même si c'est juste dans une stratégie politique, j'allais dire politicienne, il n'y aura personne pour démentir ça. Donc, il se donne les moyens. Parce que je mets toujours... L'État, il reste l'État. Pathé le sait parfaitement bien, il y a plusieurs années de cela, parce que nous parlons en termes de génération. Quand on s'est réveillé un matin, on a appris qu'il y avait des Libyens qui voulaient... à l'époque où la Libye était considérée comme le pays le plus dangereux au monde, etc., terroriste, et ensuite faisant... je mets entre guillemets, faisant affaire avec Abdoulaye Wade, à ce moment, on était dans le régime du Parti socialiste, donc les gens disaient que bon, des Libyens étaient arrivés ici, alors qu'on n'a pas dit que c'est Wade qui les a amenés ici. Mais il y a eu une communication préalable qui a installé une psychose, et dans ce contexte-là, on nous annonce des Libyens qui sont venus. C'est plus tard qu'on découvrira que leur billet d'avion avait été payé par la présidence de la République. Donc, c'est donc vous dire que comment est-ce qu'on peut payer des billets là, menacer, dire qu'il y a une menace terroriste qui plane sur le Sénégal, alors que les billets avaient été payés par la présidence de la République. C'est vous dire que donc les États, ils ont leur stratégie, ils ont leur manière de faire. Quand ils veulent tuer tuer pas physiquement, je veux dire que quand ils veulent éliminer un adversaire, ils savent parfaitement ce qu'il faut faire. Et donc peut-être que le président, effectivement, est en train de se donner les moyens de protéger les Sénégalais contre la Covid, mais peut-être également de protéger son pouvoir. En tout cas, le président nous a quand même dit le 31 décembre qu'il était le maître du jeu, qu'il peut tuer un adversaire ou faire naître quand même un partisan. On a vu ce qui s'est passé. Il a dit qu'il y a des gens qu'on ne peut pas amener en prison parce qu'ils ont détourné. Ça peut brûler le pays. Mais on a vu aussi des gens qui demandent la transparence dans la gestion de nos deniers et qui sont arrêtés. C'est le cas du président de Horizon Sans Frontières, Boubacar Seye, qu'on a arrêté parce qu'il aurait dit qu'il y a détournement d'objectifs dans l'argent attribué par l'UE dans le combat contre l'immigration clandestine. Est-ce qu'il fallait en arriver là quand même? Je pense que pour Seye, oui. Pourquoi? Parce que il y a deux niveaux de compréhension d'un problème. Il y a la crédibilité du Sénégal par rapport aux partenaires extérieurs qui nous assistent. Parce qu'on aime bien la souveraineté, mais depuis 60 ans, on tend la main. Et on s'étonne que parfois, la France ait son mot à dire sur notre politique. Parce que c'est la France qui dirige ce pays.
cette crédibilité, quelle que soit son épaisseur, doit être maintenue au nom de l'État. L'affaire Sey, sur le plan diplomatique, peut être comparée à celle de Déthié Fall. Quand Idriss change de camp, il invite tout son camp à migrer avec lui. Quand on s'arrête à Diamniadio et qu'on ne veut pas quitter, on ne suit plus la température ambiante. C'est ce qui est arrivé à Déthié. Je pense que Sey est plus nuancé que ça depuis le temps qu'il s'occupe des affaires migratoires, pour comprendre que depuis Frontex jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas l'argent de l'UE qui peut arrêter les gosses quand ils veulent partir en cailloucos. Et alors le dire, c'est manquer de diplomatie. Ce n'est pas la même chose qu'avec Kara. Quand le président dit il y a des gens qu'il ne faut pas arrêter, pourquoi mettre en prison, il sait bien de quoi il parle. Kara est peut-être visible dans le cas d'espèce, mais ceux qui ont détourné l'argent dans ce pays-là, ils sont légion. Je pense que peut-être à l'intérieur, on peut pouvoir s'arranger. Vous savez, parfois, comme quand l'État a des problèmes, je ne pense pas que ce soit un Cheikh Yérim Seck ou un responsable de Kibarou qui va nous dire que le tremblement de terre qu'il va y avoir, c'est ça. Quand il y a menace terroriste, on ne passe pas par un couvre-feu de 20h à 5h du matin. Une menace terroriste se ferait comme rare. Bëccëg lañ koy togg, mais guddi lañ koy lekk. Hein? Oui. Donc, une menace terroriste, elle est permanente. Il n'y a pas de menace terroriste. C'est-à-dire, chaque fois qu'un pouvoir est mal pris, Abdou Diouf, avec les affaires libyennes et Wade, et Ahmed Khalifa Niasse d'ailleurs, qui a joué un grand rôle là-dedans. Hein? Aujourd'hui, l'affaire des terroristes là, on l'a brandi à tout venant. À la limite, ça n'a plus de sens. Pas un Cheikh Yérim Seck qui va dire qu'il y a des menaces terroristes. Les menaces terroristes, on en parle depuis 2012. On en a parlé après Charlie Hebdo. Et la position du Sénégal par rapport à AQMI, par exemple, est aussi une menace pour nous. Donc la menace, elle est là, elle est permanente. Mais pour ces... Oui, est-ce que vous êtes d'accord? Non, ce que je voulais dire par là, c'est que, vous savez, quelqu'un peut parfaitement utiliser la voix de chercher une voix qui compte, qu'on entend, qui est audible. C'est cela. C'est qu'on lui glisse quelque chose. Mais pas crédible. Mais ça, c'est un jugement de valeur. Je ne suis pas là. Moi, je parle de. Bon, c'est une voix audible, point. Je m'en tiens à cela. Donc, il balance là. D'autres vont. C'est différent. C'est des ficelles qu'on prend. C'est-à-dire que. On a un objectif précis, on prépare, comme je dis exactement l'affaire libyenne, c'était ça. On a préparé les esprits pendant des mois. Oui. Autour. Pendant des mois, on a préparé les esprits sur Wade violent, sur la sécurité, etc. Et un jour, on nous balance l'histoire des Libyens et tout le monde commence. Mais c'est quoi ça? Il veut brûler le pays. C'est toujours possible. Donc, on passe pour cette fois-ci une voix audible, ensuite demain une autre, etc. Pourquoi? Pour obtenir que demain, quand Binta Diallo et Pathé Mbodj voudront par exemple rassembler des gens pour qu'on leur dise, ah non, il y a une menace terroriste, parce que l'État est bien placé pour savoir qui doit arriver, quand, qui arriverait, quand, qui ferait quoi. Donc l'État à ce moment dit, ah, il y a une menace terroriste pour la raison que voilà, le président qui a aujourd'hui tous les pouvoirs va dire pour cette raison, on ne peut pas autoriser ça, et on l'interdit, et ce sera légalement fait, légitimité, on verra. Mais la légalité, elle sera là. Et sur l'affaire Boubacar Seye? Sur l'affaire Boubacar, je dis que c'est quand même exagéré, de mon point de vue. C'est vrai que Pathé dit, l'État joue sa crédibilité. C'est-à-dire que les gens qui nous mettent de l'argent dans les caisses, si effectivement cet argent est mal utilisé, ça pose problème. Mais également, c'est son devoir à lui, Boubacar, de dire les migrants au nom desquels je parle très souvent, s'il y a de l'argent qui est sorti quelque part pour venir les appuyer et que cet argent n'arrive pas à eux, c'est quand même son devoir de le dire.
Et même ça devrait être le devoir de tous ceux qui seraient au courant de ce qu'il saurait, lui. Je dis ce qu'il saurait. Est-ce qu'il sait quelque chose? Je ne sais pas. Mais si effectivement il sait et qu'il a les preuves de cela, il n'a qu'à les sortir. Mais l'État aurait dû quand même éclarer la lanterne des Sénégalais. C'est selon. C'est selon. Oui. Comme on dit, parce que Pathé parle beaucoup de Wolof ici, ni rek laa defoon day ñaawal toogay xam ne donc parfois en cherchant à expliquer, eh ben écoute, on peut encore ouvrir beaucoup plus de choses suspectes. Donc peut-être pour éviter cela, l'État se dit bon très bien, je prends les devants, j'arrête. Mais ça peut-être encore en se disant, je dis peut-être, la sécurité peut se dire, il a des documents par devers lui. Bon, avant que ces documents ne viennent dans l'espace public, on va rapidement les récupérer à partir de l'aéroport. On ne sait jamais. Mais vous savez, aujourd'hui, avec le truc, chacun a des documents ici dans sa mallette, mais il y a les clés sont là, l'ordinateur est déjà là, les moyens de sauver ces informations existent partout. Donc, de ce point de vue, je crois que c'est simplement maladroit de la part de l'État, qui aurait pu attendre même s'il le faut, qu'il rentre, qu'on discute avec lui, qu'on lui dise, bon, ceci n'est pas normal, mais aller le cueillir à l'aéroport, ça rend encore plus suspect. Oui. Alors, il y a aussi, on est une course contre la montre. Là. On a fini le financement des partis. On a une autre demi-heure, le financement des partis. Le financement des partis dû en fait en partie par le fait que Ousmane Sonko a lancé un appel de fonds international. Ça a soulevé quand même faire réagir le ministre de l'Intérieur qui demande que les financements étrangers sont partis, ce qui veut dire qu'il faut reposer sur la table cette question, épineuse question du financement des partis. Abdou Diouf l'avait posé en 87, déjà, à la suite du roi du Maroc. Au Maroc, les partis sont financés et c'est dans la Constitution. À partir de 1987, Abdou Diouf avait voulu marcher sur les traces du roi du Maroc. Il y a eu des projets comme le code de la presse. Il y en a depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, on attend. Ça n'a pas marché parce qu'au fond, sous Wade, vous avez vu avec ses amis, puisqu'on parle du code de la presse, on parle aussi du fonds de la presse, du fonds d'aide à la presse. Fonds d'appui. Fonds d'appui. Wade a dit à un certain moment, je ne peux pas appuyer Bahoum qui passe son temps à m'injurier. Oui. Alors que c'est la loi. C'est la loi qui dit une partie de l'argent du pays va servir à ceux qui aident les populations à mieux comprendre les mécanismes de fonctionnement du pays. Quand un président dit, bon, parce que Bahoum le fait trop bien et que les gens comprennent trop bien mon jeu, je ne vais plus donner de l'argent à Bahoum, il viole la loi. Le financement, Tony a mal fait. C'est qui Tony? Tony, Antoine. Mais vous nous avez appris qu'on ne se familiarise pas non, c'est pas à l'antenne quand même, on ne connaît pas Tony. Quand lui-même il se familiarise Antoine, avec la bêtise, Félix Diop, oui. Il faut le lui dire. Oui. Son arrêté, c'est une bêtise. Tony. Ce qu'on ne sait pas, c'est que quand on a une région, on dit que cette région ne finance pas, alors que cette région participe à la vie de ce pays pour 40%, à 600 milliards par an. Cette région est importante. On ne peut pas l'injurier en lui disant « vous ne pouvez pas financer Sonko ». C'est une bêtise. Voilà. Oui. En fait, disons que pour le financement des partis, je dis le premier problème qu'on va avoir, enfin que tout le monde, l'État peut avoir, c'est qui financer? Quel est le critère pour donner de l'argent à qui? El Hadj Mbodj avait déjà fait des propositions en ce sens. Oui, il faisait des propositions quand les partis étaient encore à combien? Après, 40, à 30, à 300. Maintenant, on est à 300. Plus. Et encore, quand on dit 300, on ne sait même pas combien il y en a. Oui. Évidemment, je ne vais donner aucun nom, mais quand il y a un parti, effectivement, où les gens de son quartier ne connaissent même pas le monsieur, et puis on vous dit que c'est ici son siège, on téléphone là-bas, on dit non, c'est une maison. En fait, le gars, il répondait ici au téléphone.
mosquée. Il y a une mosquée. Bon, il y a tout. En fait, parce que comme j'ai travaillé sur cette histoire-là il y a quelques années de ça, j'ai compris que vraiment il y a des gens qui n'avaient même pas de parti du tout. C'est juste Grand Place, mosquée, c'est juste un cartable qu'ils ont et puis en plus un nom. Alors donc, ces gens, vous les financeriez comment? Vous mettez de l'argent. Mais aujourd'hui, quel parti représente quoi? L'APR représente quoi? Est-ce que vous connaissez le poids de l'APR? Qui est APR? Ils sont dans Benno. L'APR n'est pas un parti. Bon, c'est une alliance déjà. C'est une alliance, voilà. D'accord, mais prenons cette alliance-là. Alors, il y a combien de personnes là-dedans? Aujourd'hui, l'APR est avec Benno, etc. Elle est dans Benno aussi, même s'il est le leader de Benno, peu importe. Donc, on ne connaît pas... Benno qui est une coalition des gens qui ne participent pas à des élections. Et il y a presque plus, enfin il y en a encore 3 ou 4 qui ont participé à des élections, mais sinon, pour le reste, les gens viennent toujours en coalition. Alors vous financeriez une coalition qui aujourd'hui vient en coalition électorale, le lendemain elle est disloquée. Vous allez financer qui? Donc je pense que le premier problème, comme je disais tantôt, il y a la politique au Sénégal est devenue une sorte d'entreprise. C'est les entrepreneurs politiques qui viennent chercher de l'argent. C'est un business. Et c'est un business et ils ont un client principal, c'est celui qui a l'argent du Sénégal, c'est-à-dire que le président de la République, c'est l'argent du contribuable sénégalais. Bon, très bien, vous voulez créer un parti, vous commencez à faire beaucoup de bruit, on vous connaît, c'est votre marketing, très bien, on vous fait venir, voilà, voici un peu d'argent pour vous. Est-ce qu'on peut, comme ça, on peut financer des partis, on peut donner l'argent du Sénégal comme ça? Non, c'est pas possible. Donc, tant qu'on n'aura pas mis de l'ordre, poser le débat, tant qu'on n'aura pas mis de l'ordre dans ces sortes de partis, rationaliser et tout, mais on rationalise sur la base de quoi? Parce que si la loi dit, chacun est libre de créer, et on accepte que vous avez créé, Binta a son parti, Pate a le sien, moi j'ai mon parti, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Finalement, cette affaire-là, on l'a rendue impossible. Bon. Très bien. Non, mais il y a juste... C'est terminé. Non, c'est pas terminé, c'est pas terminé. On a fait on a fini. Mais on ne peut pas venir de Fongolembi, là. Nous aurait dû nous laisser le temps des brèves, alors. Ce qu'il faudrait faire, oui. par contre, pour le financement des partis. Et c'est un projet, malheureusement, qu'on n'a pas pu déposer, qu'on n'a pas pu envoyer au pouvoir, parce qu'il y a des privés qui réfléchissent. Quand, pour la moralisation et le financement des partis, quand Bakhoum crée son parti, on lui refusera toute alliance avant d'avoir affronté l'électorat. Par exemple? Quand il aura affronté l'électorat et manifesté un intérêt auprès de l'électorat, parce qu'un parti est important. Très bien. Ce que Patel dit là, c'est pour désormais, mais la situation actuelle déjà. On leur avait proposé. Ah bon, d'accord, ça c'est autre chose. Okay. Merci. Vous nous avez pris une demi-heure, vous ne voulez pas nous laisser une minute. Ablaye Diop nous a demandé quand même de voilà, on y va alors, on nous laisse les brèves. Ablaye Diop nous a dit de poursuivre. Ablaye Diop nous a dit de poursuivre. On poursuit? Oui. Alors, on y va, on continue. Il n'y a pas de brève. On fait les brèves. Je pense que c'est comme ça qu'on aurait pu moraliser et déterminer qui est qui. Oui. C'est comme pour le chef de l'opposition. Quand on sort de l'élection et de la représentation, pas de quelqu'un qui a été second à la présidentielle, mais d'une formation qui a conquis les populations, qui l'envoie à quelque part pour les représenter. Quand on cherche un leader de l'opposition, on devrait aller à ce niveau-là. Vous savez, ceux qui proposent le truc, que ce soit le second, maintenant on a compris pourquoi, je pense, pourquoi le pouvoir communiquait autour de Idi, c'est nous qui ne savions pas ce qu'il y avait derrière. Donc maintenant c'est très clair là. Bakhoum. Dans l'affaire des Libyens, tout le monde savait. Parce que tu sais, dans la stratégie du pouvoir, comme Abdou Diouf, comme aujourd'hui Macky Sall, il arrive un moment où le pouvoir est tellement mal vu, est tellement au ras des pâquerettes, qu'il faut imaginer. On va dire, on imagine un attentat pour refaire l'unanimité autour de Abdou Diouf. Parce que chaque fois que la nation est en danger, les pensées se tournent vers l'État. Alors, on va terminer avec le troisième mandat. Le président de la République, Baroum, qui fait toujours dans le clair-obscur, il s'est érigé en Birima lors de sa dernière sortie, que rien n'a changé sous les tropiques depuis l'année dernière à aujourd'hui.
S'il dit que rien n'a changé depuis seulement l'année dernière, ça veut donc dire que quelque chose a changé depuis ce qu'il y avait l'avant. Parce que c'est depuis 2011 qu'il promettait 5 ans. On arrive à 2012, il est élu sur la base de cela, plus d'autres choses, plus d'autres considérants, etc. Il continue à dire 5 ans. Sur tous les perrons, dans toutes les tribunes, 5 ans, 5 ans. Bon, la loi, on arrive à 2016, on lui dit, vous ne pouvez pas faire retour en arrière, etc. Donc, mais voici. Et maintenant, le débat des juristes arrive. Moi, je n'en suis pas un, donc je ne voudrais effectivement pas aller trop loin là-dedans. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que si l'article 27, toujours parce que c'est toujours la référence, mais sans oublier effectivement les dispositions antérieures, donc depuis 2016, dans le rendu de la Constitution, là. Le référendum du Conseil constitutionnel. Donc, si nous nous tenons à ce qu'on a écrit dans l'article 27, on dit la durée du mandat est de 5 ans. Oui, non renouvelable. Renouvelable une fois. Oui, renouvelable une fois. Ça, c'est de portée générale. Oui. Ensuite, nul, je dis bien nul, n'a le droit de faire 2 mandats, plus de 2 mandats consécutifs. Cela veut dire quoi? Le nul là est une exclusion de portée absolue. C'est-à-dire que kenn mënu ko du kenn koo mun di doon ku ne mënoo ko. C'est ça que cela veut dire. C'est ça que cela veut dire. Nul ne peut. Mais après, qu'est-ce que les gens disent? Est-ce qu'on va renvoyer un mandat en disant le mandat est de 5 ans, donc personne ne peut faire 2 mandats? Très bien. Mais la disposition transitoire qui pose problème. Mais puisqu'on a dit nul ne peut, c'est déjà clair. L'exclusion, elle est absolue, que ça soit la personne, en termes de mandat, ce n'est pas le mandat qui compte, c'est la personne ici. Nul ne peut. Ken mënul. Léegi nag bu fekkee kenn mënul mais moom nee na la mu waxoon waxi daaw moo fi nekk léegi waa waxat daawaati jéeg ma dañ ko fàtte. Pâté, la disposition transitoire aussi, il ne faut pas l'occulter. Non, si on met une disposition transitoire, on fait une loi personnelle. La loi est impersonnelle. Bakhoum est constitutionnaliste. Parce que Bakhoum sait quelle est l'esthétique. La loi, c'est la morale, c'est l'esthétique. À partir d'une certaine esthétique, quand on n'a pas d'esthétique, on n'a pas d'esthétique. Ceux qui discutent d'un 3e mandat, ce sont ceux qui n'ont pas d'esthétique, qui n'ont pas de morale. Wade n'en avait pas, Macky Sall n'en a pas. Discuter aujourd'hui d'un 3e mandat est une injure aux Sénégalais. On ne devrait même pas en être à ce niveau. Il devrait avoir la dignité, la grandeur de partir. Le respect de la parole donnée. Ce n'est pas une question de respect de la parole donnée, c'est le respect de l'écrit dans une société de l'oral. Le respect de l'écrit, c'est de dire, moi, j'ai fait voter la loi, voici ce que dit la loi. 2011, je vais ramener le truc à 5 ans et je vais me l'appliquer. Le mandat que je ferai, si je suis élu, comptera. 2012, il le répète. 2019, il le répète. Le problème, c'est que, après 2012, au bout de 3 ans, il a été derrière les rideaux, soufflant dans les oreilles des responsables du Conseil constitutionnel pour ramener sa parole à 7 ans. Quand un président n'a pas de parole, il n'a pas à être à la tête de l'État. Si Macky Sall veut être un homme d'honneur, un homme de parole, 2024, il s'en va. Il n'y a pas de malentendu à entretenir à ce niveau, c'est tout. En tout cas, Macky Sall est en train quand même d'élargir sa majorité présidentielle, de se doter d'autres pouvoirs. On ne sait pas ce qu'il prépare en fait. Comme on dit, pas de convoque la morale. Oui. La politique a d'autres exigences, mais surtout quand on a géré l'État d'une certaine manière. Oui. Vous savez, on ne peut pas avoir, en 2012, ouvert énormément de fronts contre des adversaires sur la gestion, sur la gouvernance, et ne pas penser à ce qui pourrait arriver plus tard. Wade avait l'habitude de dire, évitons de faire peur aux gouvernants, parce qu'à ce moment-là, ils auraient tendance à vouloir rester pour ne pas être sanctionnés. Lui, il a été sanctionné directement ou indirectement, peu importe. Quelqu'un d'autre peut dire, dans les mêmes conditions,
si je m'en vais, il pourrait y avoir poursuite, sinon contre moi, au moins contre des gens qui me sont proches, évidemment, et contre lesquels je n'aurais rien fait quand je devais le faire. Donc, pour la raison que voilà, la morale, cet aspect éthique-là dont on parle pas et tout ça, on va voir. La raison d'État a toujours été au-dessus de beaucoup, tellement de choses. Oui. C'est terminé. Quand Cette vous fois, venez c'est terminé. au pouvoir, Oui. vous amenez papa, maman, Ali, Fatou. Vous ne savez pas que vous êtes au service d'un État. Ceux qui n'ont pas de morale, c'est parce qu'ils ont enfreint une certaine pratique. Boo jëlee sa papa, jël sa yaay, jël sa doom, jël sa jarbaat, jël sa nijaay, dugal ko si nguur gi parce que yaa fi nekk. Ba pare nga ne boo fi ñuy def lu leen neex. Tu sors, tu dis on les punit pas, alors qu'on a puni Karim, on a puni Khalifa Sall, mais c'est quelle politique? On est en train d'organiser son départ. Merci beaucoup. Merci à Pathé Mbodj et à Ibrahima Bakhoum. Mais pensez aujourd'hui, ce dimanche 17 janvier 2021, à ma chère maman qui nous avait quittés en 17 janvier 2016. Repose en paix, maman, et priez pour nos chers parents disparus. Merci d'avoir suivi. Bon dimanche et à dimanche prochain, s'il plaît à Dieu.